Nous n'avons tout simplement pas de place pour les profiteurs ce Noël, Vaughn, dit ma mère, sa voix crépitant sèchement dans le haut-parleur du téléphone. Puis vint le rire de mon frère, Kalin. C'était ce jappement sec et arrogant, celui qu'il utilisait toujours quand il savait qu'il avait un public. Soyons réalistes, maman, intervint Kalin, sa voix dégoulinant de condescendance. De toute façon, ils sont terriblement agaçants. C'est mieux comme ça. Je suis resté complètement figé dans ma cuisine. Le téléphone était encore chaud contre mon oreille, mais la pièce autour de moi sembla soudainement glaciale. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas défendu mes enfants. Non pas que j'étais d'accord avec leurs insultes vicieuses, mais parce que l'audace pure de ce que j'entendais me paralysait complètement. Mes propres parents me traitaient de profiteur. Mon frère aîné qualifiait mes beaux enfants, si calmes, d'agaçants. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. Voici le secret énorme, celui qui change une vie, que j'avais gardé caché pendant des années. C'était moi qui payais secrètement pour tout le style de vie luxueux de Kalin. Cette nuit-là, leurs mots cruels résonnaient sans cesse dans ma tête. Je suis entré dans mon bureau, j'ai déverrouillé mon lourd coffre-fort en acier et j'ai regardé, le regard vide, le fonds en fiducie de 45 000 $ que j'avais créé pour les frais de scolarité de ses enfants. Le silence dans ma maison semblait différent, maintenant. Ce n'était plus un silence paisible. C'était le bruit d'une tempête massive qui se préparait, prête à tout balayer sur son passage. L'appel téléphonique avait commencé assez normalement. C'était la mi-décembre, et nous étions censés finaliser la logistique pour la réunion de famille annuelle dans l'immense domaine de mes parents. Je suis conseiller financier. Je construis des patrimoines pour les gens, veillant à ce que leur avenir soit sécurisé et que leurs actifs fructifient. Pourtant, pour ma famille, je suis le fils invisible. Parce que je ne porte pas de costume de créateur. Parce que je conduis une berline fiable de 5 ans au lieu d'une voiture de sport en leasing. Et parce que je préfère les soirées tranquilles à la maison aux tables VIP tapa accent grave-l'œil des boîtes de nuit. Ils assimilent mon calme à un échec. Écoute, Vaughn, mon père, Vernon, avait pris le téléphone à ma mère. Kalin s'en sort très bien en ce moment. Il a besoin de la suite principale pour sa famille, et les chambres d'amis sont pleines. On ne peut pas avoir tes enfants qui courent partout et qui mettent le désordre. Tu comprends, n'est-ce pas? La famille doit donner la priorité à ceux qui contribuent réellement à l'héritage. Contribuer à l'héritage. Ces mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je serrais le bord des comptoirs de cuisine en granit si fort que mes jointures étaient devenues complètement blanches. Je pouvais entendre le faible bourdonnement réconfortant de ma chaudière qui se mettait en marche. Je pouvais sentir l'odeur des aiguilles de pain fraîches du petit et modeste sapin de Noël que ma femme, Rowena, avait installé dans le coin de notre salon. Ma maison était un sanctuaire de paix, entièrement construit de ma propre sueur et de mes nuits blanches. C'est ça, ai-je finalement réussi à dire, ma voix tendue et creuse. Je comprends parfaitement. Bien, ma mère a repris le téléphone, son ton passant à cette fausse douceur mielleuse qu'elle utilisait quand elle sentait qu'elle avait gagné une dispute. Peut-être l'année prochaine, si tu obtiens une vraie promotion et que tu peux te payer un hôtel à proximité, on pourra faire un bref dîner. Joyeux Noël, Vaughn. Clic. La ligne est devenue silencieuse. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, très lentement. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas crié. La colère en moi n'était pas de cette sorte explosive et ardente qui vous donne envie de frapper un mur. Elle était froide. Elle était calculatrice. C'était une clarté absolument terrifiante. Pendant 36 ans, je m'étais plié en 4 pour m'accommoder de leurs illusions. Je les avais laissés me traiter comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille, parce que je croyais qu'il fallait adopter une attitude noble. Mais traiter mes enfants d'agaçants, me traiter de profiteur, je me suis dirigé vers la grande fenêtre qui donnait sur mon jardin enneigé. Les lampadaires projetaient de longues ombres sombres sur la pelouse. Ils me traitaient de profiteur. C'était hilarant, vraiment, car ils n'avaient absolument aucune idée de qui payait réellement pour le toit au-dessus de leur tête. Je suis resté longtemps près de la fenêtre, à regarder la neige commencer à tomber en flocons épais et lourds. L'air froid qui émanait de la vitre s'infiltrait dans ma peau, mais je le sentais à peine. Mon esprit était à des kilomètres, errant dans un musée sombre et poussiéreux de mes propres souvenirs.
Chaque pièce de ce musée mental était un témoignage du favoritisme flagrant et de l'injustice que j'avais avalé tout au long de ma vie. Pièce A, ma remise de diplôme universitaire. J'avais payé mes études dans une université d'État en travaillant de nuit dans un entrepôt logistique. J'étudiais sous des néons vacillants, mangeant des nouilles instantanées pendant que mes camarades faisaient la fête. Le jour où j'ai traversé la Seine pour recevoir mon diplôme avec mention, j'ai cherché du regard dans la foule des familles en liesse. Ma rangée était complètement vide. Plus tard, quand j'ai appelé mes parents depuis le parking, ma mère a répondu avec un lourd soupir. « Oh, Vaughn, nous n'avons pas pu venir. » Kaline avait une présentation professionnelle très importante aujourd'hui pour sa nouvelle idée d'application. Il était si nerveux qu'il avait besoin de notre soutien émotionnel. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu te débrouilles toujours très bien tout seul. L'application a échoué 3 semaines plus tard. Kaline n'a même jamais lancé de prototype. Pièce B, le compte d'épargne. À l'âge de 25 ans, j'avais agressivement économisé $10 000 en cumulant 3 emplois. C'était mon capital de départ pour lancer mon cabinet de conseil financier indépendant. Mes parents ont découvert l'existence de ce compte. Mon père est venu en voiture à mon appartement exigu, s'est assis sur mon canapé de brocante et a exigé que je prête l'argent à Kaline. Ton frère a une opportunité brillante d'investir dans une franchise de montres de luxe, avait dit mon père, son ton ne laissant aucune place à la discussion. La famille est de la famille, Vaughn. Ne sois pas égoïste. Il te remboursera le double dans 6 mois. J'ai cédé. J'ai transféré les fonds. La franchise de montres s'est avérée être une énorme arnaque de marketing multiniveau. Les $10 000 se sont volatilisés. Quand j'ai interrogé Kaline à ce sujet, il m'a ri au nez et m'a dit que c'était le coup des affaires. 1 mois plus tard, il est arrivé à un dîner de famille dans un cabriolet neuf en leasing. Je n'ai jamais revu un seul centime de mon argent. Pièce C, les dîners de famille. Les dîners de famille interminables et suffocants où Kaline tenait le haut du pavé, en bout de table, portant un costume qui coûtait plus cher que mon prêt hypothécaire mensuel. Il faisait tournoyer son vin cher, un vin que mes parents payaient, et se moquait bruyamment de ma carrière. Vaughn se contente de déplacer des chiffres pour des personnes âgées, ricanait Kaline, cherchant la validation autour de la table. Ce n'est pas du vrai business. C'est juste un comptable glorifié. Sans vouloir t'offenser, petit frère, mais si tu veux gagner du vrai argent, il te faut un instinct de tueur. Il faut être un requin. Je le laissais toujours parler. Je restais assis là, à couper mon steak, laissant les insultes me glisser dessus. Je le laissais se peindre comme le titan de l'industrie, tandis que je jouais le rôle du petit frère ennuyeux et besogneux. L'ironie suprême de tout cela était presque trop lourde à porter ce soir. Kaline projetait toujours l'image d'une élite riche et bourgeoise. Il se vantait de l'école privée exclusive de ses enfants, où les frais de scolarité rivalisaient avec le PIB d'une petite nation insulaire. Il se vantait des événements de réseautage, des adhésions au country club, du tailleur sur mesure. Mais la réalité derrière le rideau était un horrible désordre de chiffres rouges. Kaline vivait entièrement à crédit, avec des cartes au maximum et des prêts sur salaire. Sa situation financière était un château de cartes au milieu d'un ouragan. Je le savais avec une certitude absolue car, il y a exactement 3 ans, ce château de cartes avait commencé à s'effondrer. Il était venu chez moi au milieu de la nuit, ivre, en larmes et terrifié. L'école privée menaçait d'expulser ses enfants le lendemain même pour des mois de frais de scolarité impayés. Sa voiture était à quelques semaines d'être saisie. Il était littéralement tombé à genoux dans mon bureau, me suppliant de sauver sa fierté. Il m'a supplié de ne rien dire à nos parents, sachant que leur amour conditionnel s'évanouirait s'ils savaient qu'il était un échec. Et comme un imbécile, je l'ai sauvé. Je suis intervenu. J'ai remboursé les dettes immédiates et j'ai créé un fonds fiduciaire éducatif anonyme pour que ces enfants ne souffrent pas de l'incompétence de leur père. Je payais leurs frais de scolarité exorbitants depuis lors. Déplaçant tranquillement les chiffres en coulisses pour que le grand Kaline puisse maintenir son ego fragile. Je me suis arraché à la vitre froide de la fenêtre. J'étais tellement habitué à être la cible de leurs blagues. J'avais construit une armure épaisse contre leur dénigrement constant. Mais quand ils ont déplacé la cible vers mes enfants innocents, quand ils ont qualifié mes enfants, calmes et respectueux, de « terriblement agaçants », une ligne avait été officiellement franchie. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai quitté tranquillement la cuisine. J'ai monté les escaliers en bois,
mais pas étouffé par l'épais tapis. En arrivant sur le palier, je me suis arrêté. La porte de la salle de jeu des enfants était entr'ouverte, laissant filtrer une tranche de lumière chaude et dorée dans le couloir sombre. J'ai poussé légèrement la porte et j'ai regardé à l'intérieur. Ma femme, Rowena, était assise dans le fauteuil du coin, une couverture douce drapée sur ses jambes, profondément absorbée par un roman. Par terre, devant elle, mon fils de 7 ans, Léo, et ma fille de 5 ans, Maya, étaient complètement concentrés sur la construction d'un immense et complexe puzzle du système solaire. Ils ne criaient pas. Ils ne cassaient rien. Ils chuchotaient entre eux, se passant des pièces de puzzle avec de petites mains précautionneuses. Maya a montré une pièce en forme de Saturne, les yeux écarquillés d'émerveillement, et Léo a doucement guidé sa main pour la placer au bon endroit. Ils étaient l'exact opposé d'agaçants. Ils étaient gentils, doux et absolument parfaits. Une douleur physique aiguë m'a saisi la poitrine. Le contraste entre la belle réalité de ma famille et les mensonges toxiques et fabriqués que mes parents et mon frère racontaient sur nous était saisissant. Mes parents avaient choisi de protéger la façade fragile de Kaline plutôt que d'accueillir l'amour sincère de leurs propres petits-enfants. Ils avaient étiqueté mes enfants comme une nuisance juste pour préparer la scène pour la grande performance creuse de Kaline. J'ai fermé la porte silencieusement et j'ai marché dans le couloir jusqu'à mon bureau. Je suis entré et j'ai tourné la serrure, le clic métallique résonnant bruyamment dans la pièce silencieuse. Le bureau était mon sanctuaire. Il sentait le vieux papier, les reliures en cuir et la légère odeur de café noir dont je vivais pratiquement pendant la saison des impôts. J'ai contourné mon lourd bureau en acajou et je me suis accroupi. Sous le plancher, caché sous un tapis persan, se trouvait un petit coffre-fort en acier ignifugé. J'ai tourné le cadran de la combinaison. 3 tours vers la droite, 1 vers la gauche, 2 vers la droite. Les lourdes portes se sont ouvertes avec un bruit sourd et solide. J'ai passé la main au-delà des liasses d'argent d'urgence, des passeports et de mes propres polices d'assurance vie, pour en sortir un dossier épais et lourd. Le logo d'une prestigieuse banque nationale était gravé en feuilles d'or brillantes sur la couverture bleu foncé. Je me suis assis dans mon fauteuil de bureau en cuir et j'ai placé le dossier carrément devant moi. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient les documents juridiques dus aux fonds éducatifs de l'héritage Kaline. Je l'avais nommé ainsi pour flatter son ego au cas où il aurait un jour à regarder les papiers. Mes yeux ont parcouru les pages blanches et nettes, les clauses, les signatures, les numéros de routage. Pendant 3 ans, j'avais tranquillement versé 45 000 $ par an sur ce compte. Cela représentait 135 000 $ de mon argent durement gagné, prélevé sur mes propres économies, pour que ces enfants puissent continuer à porter leur petit écusson et leur blazer. Je me suis souvenu de la nuit où j'ai signé ces papiers. Kaline était assis là où je me trouvais, le visage enfoui dans ses mains, sentant le bourbon bon marché et le désespoir. Il avait pleuré. De vraies, vilaines larmes. Il avait juré qu'il changerait. Il avait juré qu'il me respecterait. Il m'avait appelé son sauveur. Tu es le seul vrai homme dans cette famille, Vaughn, avait-il sangloté cette nuit-là. Pourtant, il y a moins d'1 heure, ce même homme avait ri dans un haut-parleur de téléphone, qualifiant ma famille de fardeau. Il avait accepté avec empressement de bannir mes enfants de Noël pour pouvoir avoir la suite principale pour lui tout seul. L'hypocrisie de tout cela avait le goût d'acide de batterie. J'ai regardé les chiffres en gras imprimés sur le relevé actuel. Le fonds était entièrement provisionné pour le prochain semestre de printemps. 45 000 $, attendant d'être viré automatiquement à l'école privée le premier lundi de janvier. J'ai passé mes doigts sur le sceau en relief de la banque au bas de la page. La colère, qui avait été froide et silencieuse dans la cuisine, commençait maintenant à bouillir. C'était une fureur juste et accablante. Pourquoi est-ce que j'achetais le droit d'être méprisé? Pourquoi est-ce que je subventionnais l'arrogance d'un homme qui me méprisait ouvertement? Il me traitait de profiteur. L'ironie était si tranchante qu'elle aurait pu couper du verre. Le profiteur était assis à la table de mes parents en ce moment même, buvant leur vin, volant leur héritage, et se moquant du frère qui le maintenait littéralement à l'abri de la faillite. J'ai refermé lentement le dossier, la lourde couverture produisant un claquement satisfaisant contre le bureau en bois. La décision n'a pas nécessité une lutte interne dramatique. C'était une prise de conscience instantanée et limpide de ma propre valeur. Un document signé, un fonds de scolarité massif. Il était enfin temps que le vrai profiteur paie le prix ultime de sa propre arrogance. Juste au moment où je posais mes mains sur le dossier fermé,
la poignée de la porte a cliqueté. La serrure s'est ouverte et Rowana est entrée dans le bureau. Elle portait son pull gris doux et ample, tenant 2 tasses fumantes de tisane à la camomille. Elle s'est approchée, a posé une tasse sur le sous-verre à côté de mon ordinateur portable, et s'est appuyée contre le bord du bureau. Rowana n'est pas le genre de femme qui panique. Elle possède une intelligence rare et ancrée qui va toujours droit au but. Elle a regardé mon visage, ses yeux sombres lisant chaque micro-expression. Puis son regard est tombé sur le dossier bleu de la banque qui reposait sous mes mains. Elle savait. Elle n'avait pas entendu l'appel, mais elle connaissait ma famille. Elle connaissait le cycle toxique des abus, le fardeau financier, la manipulation émotionnelle sans fin. Elle avait passé des années à me regarder me sacrifier pour qu'ils aient chaud. Ils nous ont désinvités, n'est-ce pas, demanda-t-elle doucement, sa voix parfaitement stable. J'ai levé les yeux vers elle, sentant une étrange oppression dans ma gorge. Maman a dit qu'ils n'ont pas la place. Ils ont besoin des chambres pour Kaline. J'ai fait une pause, forçant les mots à sortir. Kaline leur a dit que nos enfants sont terriblement agaçants. Il a dit que c'est mieux si on ne vient pas. Rowana n'a pas halté. Elle n'a pas crié ni jeté sa tasse contre le mur. Une ombre terriblement calme a traversé son visage. Elle a tendu la main, plaçant sa main chaude et stable directement sur la mienne, au-dessus du dossier. « Tu ne leur dois pas ta misère, Vaughn, dit-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure bas et féroce. Tu as porté ce parasite pendant trop longtemps. Coupe les ponts. Avec tout. » L'entendre le dire à voix haute a brisé la dernière chaîne qui me retenait. La culpabilité, le sens déplacé du devoir familial, l'espoir désespéré qu'un jour il verrait ma valeur. Tout s'est brisé en 1 million de morceaux. C'est ce que je vais faire, ai-je répondu, ma voix plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Rowana a serré ma main, a offert un petit signe de tête approbateur, et a quitté tranquillement la pièce, refermant doucement la porte derrière elle. J'ai immédiatement attrapé mon téléphone et composé un numéro que j'utilisais rarement en dehors des heures de bureau. Il a sonné 3 fois avant qu'une voix grave et rauque ne réponde. « Vaughn, il est tard. Dis-moi que la bourse ne s'effondre pas à Tokyo, dit Thatcher. » Thatcher était mon gestionnaire de patrimoine personnel et mon conseiller juridique de confiance. C'était un bulldog en costume sur mesure, un homme qui naviguait dans le droit financier avec une précision impitoyable. « Pas d'effondrement, Thatcher, dis-je en ouvrant mon ordinateur portable. J'ai besoin que tu exécutes une clause de résiliation. Il y eut une pause sur la ligne. Le bruissement de papier s'arrêta. Laquelle? Le fonds éducatif de l'héritage Kaline. Je veux qu'il soit liquidé. Je veux que le fonds soit formellement dissous. Et je veux que chaque centime des 45 000 $ restants soit redirigé vers mon compte courant principal. Je pouvais entendre son expiration lente et délibérée à travers le haut-parleur. Thatcher m'avait fortement déconseillé de créer ce fonds il y a 3 ans. Il m'avait prévenu que nourrir l'ego d'un narcissique était une terrible stratégie d'investissement. « En es-tu absolument certain ?» demanda Thatcher, son ton passant en mode purement professionnel. « Une fois que nous aurons initié la dissolution, il n'y aura aucun moyen d'arrêter les notifications automatiques. L'école sera informée immédiatement que la source de financement a été résiliée. » Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit de toute ma vie, ai-je répondu en fixant le dossier bleu. Ils ont franchi la dernière ligne ce soir, Thatcher. Ils s'en sont pris à mes enfants. N'en dis pas plus, dit Thatcher, et je pouvais entendre le cliquetis agressif de son clavier mécanique. Je suis en train de rédiger les ordres de dissolution. En raison de la structure de fiducie que nous avons utilisée, tu conserves 100% du contrôle exécutif. Tu peux la révoquer à tout moment sans son consentement ni sa connaissance. Le rythme du moment semblait surréaliste. La colère ardente avait disparu, remplacée par une efficacité froide et méthodique. C'était mon monde. C'était le domaine des contrats, des numéros de routage et des clauses légales. Kaline pensait que le pouvoir venait d'une voix forte et d'une voiture de sport en leasing. Il était sur le point d'apprendre que le vrai pouvoir est la capacité de détruire la vie d'un homme avec quelques frappes sur un clavier. En combien de temps pouvons-nous faire ça, ai-je demandé, en regardant l'écran de mon ordinateur alors qu'un email sécurisé du cabinet de Thatcher apparaissait dans ma boîte de réception. Je pousse les documents sur ton portail maintenant. Tu les signes numériquement ce soir. Le système traitera la révocation pendant le week-end. Lundi matin,
À l'ouverture des banques, le fonds cessera d'exister. L'argent retournera sur ton compte. J'ai ouvert le portail sécurisé. Le jargon juridique était dense, mais le message principal était magnifique dans sa simplicité. Le bienfaiteur retire tout soutien. Assure-toi que tout est finalisé et verrouillé d'ici lundi matin, Thatcher, dis-je en cliquant sur la case de signature. Compris. Bonne nuit, Vaughn, dit-il en raccrochant. Je fixai l'écran de confirmation. J'avais dit à Thatcher de s'assurer que cela se produise d'ici lundi pour une raison très spécifique. Parce que lundi était la date limite absolue et non négociable pour le paiement des frais de scolarité du printemps de l'école privée. Le week-end passa dans un flou de tranquillité surréaliste. Je n'ai pas répondu aux appels de ma mère. J'ai ignoré les SMS passifs-agressifs de mon père sur la compréhension de la hiérarchie familiale. Je suis resté à la maison, j'ai aidé Rowana à faire des biscuits en pain d'épices, et j'ai construit un fort de neige élaboré avec Léo et Maya dans le jardin. Puis vint le lundi matin. J'étais assis dans mon bureau d'angle dans le quartier des affaires du centre-ville. La ville à l'extérieur de ma fenêtre bourdonnait d'une énergie festive. Les gens se précipitaient sur les trottoirs, emmitouflés dans d'épaisses écharpes, portant des sacs de courses remplis de cadeaux. L'air dans mon bureau, cependant, était parfaitement immobile, chargé d'une anticipation électrique. Il était 8h30 du matin. Les marchés financiers se réveillaient à peine. J'étais assis à mon immense bureau en chêne, tenant une tasse de café noir, les yeux rivés sur les deux moniteurs en face de moi. Sur l'écran de gauche se trouvait mon portail bancaire sécurisé. Sur l'écran de droite se trouvait ma boîte de réception. À exactement 8h45, un email crypté de Thatcher est arrivé. L'objet était simplement « Exécution confirmée ». J'ai ouvert le message. En pièce jointe se trouvait le document final notarié confirmant la dissolution immédiate du fonds éducatif de l'héritage Kalin. J'ai lu le phrasé juridique. C'était un chef-d'œuvre de résiliation financière. Tous les actifs sont par la présente rappelés par le concédant principal. Cessation immédiate de tous les décaissements prévus. J'ai pris une lente et profonde gorgée de mon café. L'amertume torréfiée me ramenait à la réalité. J'ai déplacé ma souris vers le moniteur de gauche et j'ai cliqué sur « Actualiser » sur mon portail bancaire. L'écran a mis 3 secondes angoissantes à se charger. Le petit cercle de chargement bleu tournait, encore et encore. Puis les chiffres ont changé. Le compte en fiducie, qui affichait un solde sain le vendredi, a complètement disparu du tableau de bord. À sa place, mon compte courant personnel a grimpé en flèche instantanément. Un virement entrant de la société de holding venait d'être compensé. Exactement 45 000 $ avaient atterri en toute sécurité en ma possession. Pas un seul centime n'était resté pour les enfants de Kalin. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil ergonomique et j'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 3 longues années. Le soulagement pur et écrasant m'a submergé comme une vague physique. Je ne ressentais pas une once de culpabilité. Je n'étais pas triste pour mon frère. J'ai ressenti une immense et enivrante poussée de pouvoir et de liberté. C'était comme couper enfin la corde qui attachait un navire en train de couler à ma cheville. L'argent était de nouveau à moi. Mais plus important encore, ma dignité était de nouveau à moi. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste de costume et j'ai décidé que j'avais besoin d'une petite marche pour brûler l'adrénaline. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall de mon immeuble. L'immense sapin de Noël dans l'atrium scintillait de milliers de lumières argentées et dorées. De la musique de Noël jouait doucement depuis des haut-parleurs cachés. Je me suis dirigé vers le café-boutique situé dans le hall pour acheter une pâtisserie dont je n'avais pas vraiment envie, juste pour interagir avec un autre être humain. La barista, une jeune femme au sourire fatigué mais sincère, m'a tendu mon reçu. « Joyeuse fête, monsieur », dit-elle en essuyant le comptoir. « J'espère que vous passerez un joyeux Noël. » Merci, ai-je souri en retour, et pour la première fois depuis des semaines, le sourire a réellement atteint mes yeux. Je passe un très joyeux Noël, en effet. Gardez la monnaie. J'ai laissé tomber un billet de 20 $ dans son pot à pourboire et je suis parti. J'ai repris l'ascenseur jusqu'à mon bureau, me sentant plus léger que l'air. Le fardeau lourd et suffocant d'être le distributeur de billets secrets de la famille avait disparu. Toute la façade financière de Kalin était maintenant construite sur du vide. Je me suis rassis à mon bureau et j'ai regardé le solde de 45 000 $ qui brillait sur l'écran.
L'argent était en sécurité dans ma poche, dépouillé de l'obligation toxique et du ressentiment secret. Maintenant, le piège était tendu. Le piège était armé. La seule chose qu'il me restait à faire était de me pencher en arrière dans mon fauteuil, de préparer une nouvelle cafetière, et d'attendre que le bureau de l'administration de l'école privée ouvre ses portes et traite son cycle de facturation matinale. Ce n'était qu'une question de temps avant que le téléphone ne sonne. Les 3 jours suivants, jusqu'aux vacances, furent un exercice de retenue psychologique extrême. J'avais armé la bombe, et maintenant je regardais simplement le compte à rebours. La discussion de groupe familial sur mon téléphone, que j'avais fermement mise en mode silencieux, était en pleine effervescence. Les notifications illuminaient mon écran toutes les quelques minutes comme une balise de détresse frénétique. Bien que le contenu fût tout sauf angoissant pour eux, Kaline tenait le haut du pavé dans l'espace numérique. Il se vantait agressivement de ses prochains achats de Noël. Il a envoyé un barrage de photos glacées d'un concessionnaire de voitures de luxe haut de gamme. Je pense à changer le SUV pour le nouveau modèle allemand pour ma femme ce Noël, a texté Kaline au groupe, joignant une photo de lui appuyé nonchalamment contre un véhicule noir élégant qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en 3 ans. L'intérieur en cuir de cette bête est dément. Vous allez adorer quand je la conduirai jusqu'au domaine la veille de Noël. Ma mère, Lorraine, a répondu presque instantanément avec une série d'émojis de cœur dans les yeux et de mains qui applaudissent. Oh, Kaline, tu travailles si dur. Tu le mérites absolument. Nous avons hâte de la voir. Elle sera magnifique garée dans l'allée principale. Mon père est intervenu peu de temps après. C'est l'état d'esprit d'un gagnant, fiston. Toujours s'améliorer, toujours aller de l'avant. J'étais assis dans mon bureau, regardant les SMS défiler, et j'ai laissé échapper un rire sec et sans humour. C'était une masterclass en matière d'illusion. Voilà un homme qui ne pouvait littéralement pas se permettre de faire ses courses sans utiliser une carte de crédit à taux d'intérêt élevé, debout dans un concessionnaire de luxe en train de choisir des couleurs de peinture personnalisées. Il opérait sous l'hypothèse arrogante et inébranlable que les énormes frais de scolarité de ses enfants étaient gérés comme par magie, entièrement payés par son jeune frère profiteur et invisible. Je n'ai pas répondu à la discussion de groupe. Je n'ai pas envoyé d'émoji pouce levé. Je suis resté un fantôme dans leur célébration numérique de la fausse richesse. Au lieu de me disputer avec eux, j'ai concentré mon énergie sur la réalité juste devant moi. Ce soir-là, après le travail, je me suis assis par terre dans le salon avec Rowana. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres chaudes et dansantes à travers la pièce. Nous emballions les cadeaux que nous avions soigneusement choisis pour nos enfants. Il n'y avait pas d'appareils électroniques tape à accent grave-l'œil ni de vêtements de créateurs. J'ai emballé un magnifique train en bois fait à la main pour Léo. Rowana a soigneusement noué un ruban rouge autour d'une rare édition illustrée du conte de fées préféré de Maya. C'étaient de petits cadeaux significatifs, des cadeaux choisis avec une intention profonde et un amour sincère, non pas achetés par un besoin désespéré d'afficher sa richesse pour un public. Ils vont adorer ça, murmura Rowana, traçant le bord du papier cadeau. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux reflétant la lumière du feu. Tu as eu de ces nouvelles? Pas encore, répondis-je doucement, en plaçant un nœud brillant sur la boîte du train. L'école traite généralement ses échecs de facturation en fin de semaine. Il recevra probablement la notification demain matin. J'ai regardé autour de ma maison calme et paisible. Le contraste entre la performance frénétique et endettée de Kaline et ma propre réalité tranquille était saisissant. Kaline était complètement inconscient du désastre imminent. Il se tenait au bord d'une falaise, les yeux bandés, faisant un pas confiant en avant dans l'abîme. J'ai pris ma tasse de chocolat chaud et j'ai bu une longue gorgée. La tempête arrivait. Je pouvais sentir la pression barométrique chuter. J'avais passé toute ma vie à être l'amortisseur pour les décisions chaotiques de ma famille. J'étais celui qui arrangeait toujours les choses, payait les dettes et avalait les insultes. Mais plus maintenant. L'amortisseur avait disparu. Ils étaient sur le point de percuter le béton à pleine vitesse. Il était occupé à choisir la couleur de peinture personnalisée pour sa nouvelle voiture de luxe. Il n'avait absolument aucune idée que demain matin, il n'aurait même pas assez d'argent sur son compte en banque pour acheter une simple boîte de crayons. Avant de passer aux conséquences explosives, si vous appréciez cette histoire de vengeance justifiée, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez en ce moment.
Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de gens qui ont besoin d'entendre ces histoires. Merci beaucoup pour votre soutien. Le piège était entièrement tendu. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre l'explosion. Le matin de l'explosion est arrivé avec une lumière d'hiver parfaite et vive qui filtrait à travers les stores de mon bureau du centre-ville. C'était un lundi, précisément 4 jours avant Noël. La ville vibrait de l'énergie frénétique et joyeuse des acheteurs de dernière minute et des voyageurs des fêtes. Mais à l'intérieur de mon sanctuaire aux murs de verre, l'air était entièrement immobile. J'étais assis à mon grand bureau en chêne, une tasse de café fraîchement torréfiée à la main, fixant intensément l'écran noir de mon téléphone portable posé sur le bois poli. Je connaissais l'horaire exact de l'académie privée que fréquentaient les enfants de Caline. J'avais payé leurs factures exorbitantes pendant 3 ans. Après tout, leur service comptable automatisait toutes les notifications des chèques de facturation précisément à 8 heures du matin le jour de la date limite finale. Je pris une lente gorgée de mon café. L'horloge numérique dans le coin de mon écran d'ordinateur passa de 7h59 à 8h. Pendant 2 minutes atrocement longues, rien ne se passa. Le bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement bas et rythmé du système de ventilation. J'ai commencé à me demander si le cabinet de Thatcher avait connu un retard avec le virement bancaire ou si le système automatisé de l'école était en retard. Puis, à exactement 8h13, le téléphone a vibré violemment contre le bureau. L'écran s'est allumé, brisant l'atmosphère calme. C'était un appel entrant de Caline. Je ne l'ai pas pris. Je me suis simplement adossé à mon fauteuil ergonomique en cuir, j'ai croisé les bras et j'ai regardé son nom clignoter sur l'écran. Le téléphone a vibré jusqu'à ce que l'appel soit redirigé vers la messagerie vocale. 10 secondes plus tard, il a sonné de nouveau, puis encore. 3 appels manqués consécutifs en l'espace de 2 minutes. La panique absolue qui émanait de l'appareil clignotant était palpable. Caline était un homme qui dormait jusqu'à 10 heures du matin ses jours de congé, un homme qui n'appelait jamais personne avant midi, sauf si son monde était activement en feu. Après le 4e appel manqué, les SMS ont commencé à affluer. Ils apparaissaient sur mon écran de verrouillage en succession rapide et frénétique. Les notifications sonnaient comme une sonnette d'alarme cassée. Le premier message disait « Décroche ton téléphone tout de suite. L'académie vient de m'appeler. Ils disent que le compte en fiducie a été fermé. Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Une seconde plus tard, un autre message, « Vaughn, réponds-moi. Le bureau de l'administration dit qu'ils vont désinscrire les enfants aujourd'hui si le paiement de 45 000 $ n'est pas effectué. Tu as merdé quelque chose avec la banque ? Puis un troisième, appelle la banque immédiatement et arrange ça. Je suis censé aller chez le concessionnaire dans 1 heure pour finaliser les papiers de la nouvelle voiture. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tes erreurs bancaires. J'ai pris le téléphone. Le lourd boîtier en métal était froid contre ma paume. Il ne me demandait pas ce qui s'était passé. Il exigeait que je répare. Il croyait encore fermement qu'il s'agissait simplement d'une erreur administrative de ma part, un simple pépin dans la machine de sa parfaite vie subventionnée. Il ne pouvait même pas imaginer la possibilité que j'ai intentionnellement coupé le cordon. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai ouvert notre fil de discussion. J'ai regardé les 3 petits points gris apparaître et disparaître au bas de l'écran pendant qu'il tapait et supprimait frénétiquement d'autres messages, sa panique augmentant à chaque seconde. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la clarté froide et dure s'installer dans mes os. J'ai tapé dans la zone de texte et j'ai commencé à écrire ma réponse. Je n'ai pas utilisé de majuscules pour crier. Je n'ai pas utilisé de point d'exclamation pour exprimer ma rage. J'ai utilisé la précision chirurgicale et mortelle de la vérité absolue. J'ai tapé, je n'ai rien merdé. J'ai fermé le compte de manière permanente. Toi et maman avez été très clairs la semaine dernière, il n'y a pas de place pour les profiteurs dans cette famille. Je suis entièrement d'accord avec vous. Par conséquent, j'ai décidé de cesser de vous laisser profiter de mon compte en banque. Les 45 000 $ ont été retournés sur mon épargne personnelle. Je te suggère de prendre l'argent que tu allais dépenser chez le concessionnaire de voitures de luxe aujourd'hui et de l'utiliser pour payer l'éducation de tes propres enfants. Bonne chance. J'ai regardé le message une dernière seconde, sentant le poids immense de 3 ans d'abus financiers et de manipulation émotionnelle condensés en un seul paragraphe. Puis j'ai appuyé sur Envoyer. Le message a été livré avec un son doux et satisfaisant. J'ai regardé l'écran.
J'ai vu la confirmation de lecture apparaître sous mon message presque instantanément. Kaline l'avait lu. Les 3 points de frappe gris sont apparus au bas de l'écran. Ils sont restés là un long moment, flottants, tremblants de ce que je ne pouvais imaginer n'être qu'un choc pur et total. Puis les points ont disparu. Ils sont réapparus. Puis ils ont de nouveau disparu. Il était complètement paralysé. La grande illusion qu'il avait construite pour sa femme, pour nos parents et pour le monde venait de s'évaporer dans les airs, le laissant nu dans la réalité glaciale de ses dettes massives. Il n'avait aucune contre-attaque. Il n'avait aucun levier. Car pour la première fois de sa vie, il réalisait que le petit frère invisible et ennuyeux dont il aimait se moquer détenait le pouvoir absolu de détruire tout son univers. J'ai reposé le téléphone sur le bureau, face vers le haut. J'ai pris ma tasse de café, j'ai bu une autre gorgée, et j'ai reporté mon attention sur les portefeuilles financiers sur mes écrans d'ordinateur. La bombe avait explosé avec succès. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre que l'onde de choc frappe le reste de la famille. Partie 8. L'attaque des singes volants. L'onde de choc n'a pas mis longtemps à arriver. À 10 heures ce matin-là, mon téléphone s'était transformé en un objet radioactif. Kaline avait clairement réalisé qu'il ne pouvait pas m'intimider pour me soumettre. Alors, il a déployé son arme ultime, nos parents. Le premier message vocal venait de ma mère, Lorraine. J'ai mis mon téléphone sur haut-parleur et j'ai laissé sa voix remplir le bureau silencieux. Elle pleurait, employant ce sanglot théâtral et haletant qu'elle utilisait chaque fois qu'elle avait besoin de manipuler une situation. « Vaughn, comment as-tu pu faire ça ?» Sa voix tremblait à travers le haut-parleur. « Kaline vient de m'appeler, complètement hystérique. Il dit que tu as annulé l'argent pour les frais de scolarité des enfants juste pour être vindicatif. Quelle sorte de monstre absolu punit des enfants innocents juste avant Noël? Tu détruis cette famille, Vaughn. Appelle ton frère tout de suite. Excuse-toi. Et vire cet argent à l'école avant qu'il ne soit expulsé. Ne me fais pas honte de t'appeler mon fils. » J'ai supprimé le message vocal immédiatement. L'hypocrisie pure de ces paroles était stupéfiante. Quand Kaline avait qualifié mes enfants de terriblement agaçants et les avait bannis des vacances familiales, elle avait été entièrement d'accord. Mais au moment où j'ai retiré mon soutien financier aux enfants de Kaline, j'étais soudainement le monstre qui détruisait la famille. 10 minutes plus tard, mon père a appelé. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale à nouveau. Le message de Vernon était entièrement différent. Il n'y avait pas de larmes, seulement une rage autoritaire et brute. « Écoute-moi très attentivement, garçon », aboya mon père, sa voix résonnant bruyamment. « Je ne sais pas dans quelle tripe de jalousie mesquine tu es, mais on ne touche pas aux moyens de subsistance de son frère. C'est un homme important dans sa communauté. Il a une réputation à défendre. Tu vas régler ce problème bancaire aujourd'hui, ou tu peux te considérer comme définitivement mort pour cette famille. Tu n'es rien sans le nom de famille, Vaughn. Ne me cherche pas. » J'ai aussi supprimé ce message vocal. La menace d'être mort pour la famille était la menace la plus creuse qu'ils pouvaient faire. J'avais été un fantôme pour eux pendant des décennies, ne me matérialisant que lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un pour payer la note de leurs erreurs. Mais l'assaut familial ne s'est pas limité aux appels téléphoniques privés. À l'heure du déjeuner, le conflit avait débordé sur la place publique. Mon téléphone a vibré avec une notification de Facebook. Tante Mavie, la sœur aînée de ma mère et la boussole morale autoproclamée de la famille élargie, m'avait identifié dans une énorme publication publique. Tante Mavie était un singe volant classique, toujours prête à intervenir et à faire le sale boulot de ma mère sous couvert de droiture religieuse et de valeurs familiales. J'ai ouvert l'application et j'ai lu le mur de texte. Cela me brise le cœur de voir comment l'argent peut complètement corrompre l'âme d'une personne, avait écrit Tante Mavie, identifiant directement mon profil pour que tous nos parents et amis communs puissent le voir. La famille est censée être synonyme d'amour et de soutien inconditionnel. Mais certaines personnes, quand elles obtiennent un peu de richesse, tournent le dos à leur propre chair et à leur propre sang. Retirer intentionnellement le tapis sous les pieds d'enfants innocents juste avant les fêtes est d'un niveau de cruauté que je ne peux pas comprendre. Le sang est plus épais que l'eau, mais apparemment, la cupidité est plus épaisse que le sang. Je prie pour mes neveux aujourd'hui alors qu'ils font face à cette trahison déchirante. La publication avait déjà des dizaines de j'aime et de commentaires choqués de divers cousins, amis de la famille et membres du country club de mes parents. Ils s'acharnaient tous,
secouant leur tête numérique devant le petit frère avide et sans cœur qui amassait soi-disant sa richesse pendant que son pauvre frère souffrait. Je me suis adossé à mon fauteuil, fixant l'écran. L'envie d'appeler tante Mavi et de lui hurler la vérité au téléphone était incroyablement forte. L'envie de répondre à chaque commentaire et de me défendre me brûlait la poitrine. Mais je me suis arrêté. Je me suis souvenu de la voix calme et stable de Rowana. Tu ne leur dois pas ta misère. Se lancer dans une dispute hurlante, échanger des insultes en ligne, ou essayer d'expliquer logiquement ma douleur à des gens qui étaient déterminés à mal me comprendre ne ferait qu'alimenter leur récit. Ils voulaient que j'aie l'air fou. Ils voulaient que j'aie l'air déséquilibré et sur la défensive. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Je n'allais pas les combattre avec des émotions ou des mots de colère. J'étais un conseiller financier. Je me battais avec des chiffres, avec des documents, et avec des faits indéniables et à toute épreuve. J'ai ouvert le dossier sécurisé sur le bureau de mon ordinateur. J'avais anticipé cette campagne de diffamation publique exacte. J'avais préparé ma contre-attaque il y a des jours. J'ai sorti les captures d'écran, j'ai vérifié les caviardages pour m'assurer qu'aucun numéro de routage bancaire sensible n'était visible, et je me suis préparé à larguer une bombe de vérité si dévastatrice qu'elle anéantirait leur fausse réalité pour toujours. La beauté d'un dossier méticuleusement tenu est qu'il n'a pas besoin d'émotion pour être dévastateur. Il existe simplement, indéniable et absolu. J'ai passé les 20 minutes suivantes à organiser soigneusement l'épreuve. D'abord, j'ai pris la capture d'écran du fil de discussion de la semaine dernière, celui où Kaline qualifiait explicitement mes enfants de « terriblement agaçants » et où ma mère disait explicitement qu'il n'y avait « pas de place pour les profiteurs ». J'ai surligné ces phrases spécifiques en jaune vif. Ensuite, j'ai ouvert les PDF des relevés bancaires du fonds éducatif de l'héritage Kaline. J'ai sélectionné 3 relevés distincts, un du jour de l'ouverture du compte il y a 3 ans, un de l'année dernière, et le relevé final de la semaine dernière, juste avant que je ne liquide les fonds. J'ai utilisé un outil de marqueur noir numérique pour caviarder soigneusement tous les numéros de compte, les numéros de routage et les informations d'identification sensibles. Ce qui restait était complètement indéniable. Les documents montraient clairement des dépôts mensuels provenant de mon compte professionnel personnel, s'accumulant en somme massive de 45 000 $, qui étaient ensuite virés directement à la prestigieuse académie privée au nom de Kaline. C'était une piste papier de 3 ans de dépendance financière totale. J'ai arrangé les images en un seul album cohérent. Puis je suis allé sur la publication Facebook dramatique et larmoyante de tante Mavi. La section des commentaires s'était remplie de parents condamnant ma prétendue cupidité. Je n'ai pas écrit une longue défense émotionnelle. Je n'ai pas lancé d'insultes. J'ai simplement tapé une brève réponse clinique, joint les images et cliqué sur répondre. J'ai écrit, tante Mavi, je suis tout à fait d'accord que la famille devrait se soutenir mutuellement. Cependant, je crois que le vrai soutien exige la transparence. Au cours des 3 dernières années, j'ai secrètement payé un total de 135 000 $ pour financer l'éducation privée des enfants de Kaline, le maintenant à l'abri de la faillite et cachant ses échecs financiers à la famille pour protéger sa fierté. 6 juin les relevés bancaires caviardés le prouvant. J'ai ajouté un deuxième paragraphe, j'étais parfaitement disposé à continuer de porter ces fardeaux financiers. Cependant, la semaine dernière, Kaline et mes parents m'ont informé que mes enfants sont terriblement agaçants et qu'il n'y a pas de place pour les profiteurs au Noël familial. Je suis d'accord. Je ne serai plus un profiteur à leur table et Kaline ne profitera plus de mon compte en banque. Si quelqu'un d'autre dans les commentaires souhaite se manifester et payer sa facture de scolarité de 45 000 $ aujourd'hui, je suis sûr qu'il apprécierait grandement la charité. Joyeux Noël. J'ai publié le commentaire. Puis, pour m'assurer qu'il n'y avait absolument aucune mauvaise communication, j'ai copié exactement le même message et l'album entier de preuves et je l'ai collé directement dans la grande discussion de groupe familial qui incluait mes parents, Kaline et plus de 20 autres parents éloignés. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai posé face contre le bureau et je suis parti. Je suis allé dans une petite épicerie fine de la rue, j'ai commandé un sandwich au pastrami, et je me suis assis près de la fenêtre à regarder la neige tomber. J'ai pris une heure complète pour déjeuner, savourant chaque bouchée, ressentant un profond sentiment de paix. Quand je suis retourné à mon bureau et que j'ai déverrouillé mon téléphone, le paysage de mon monde numérique avait été entièrement réorganisé. L'écran de notification, qui était frénétique de colère une heure auparavant, était complètement, terriblement silencieux. J'ai ouvert Facebook.
tante Mavi n'avait pas répondu à mon commentaire. En fait, elle avait fait exactement le contraire. Elle avait frénétiquement supprimé toute sa publication, effaçant le monument public à sa propre ignorance. Mais il était trop tard. Je savais que des captures d'écran de mes preuves par mes cousins volaient sans aucun doute à travers des dizaines de fils de messages privés. L'illusion de Kaline, le titan autodidacte à succès, était complètement brisée. J'ai ouvert la discussion de groupe familial. Le silence y était encore plus lourd. Le dernier message visible était ma publication des relevés bancaires et des captures d'écran des SMS. Pas une seule personne n'avait tapé de réponse. Ma mère n'avait pas envoyé d'émoji en pleurs. Mon père n'avait pas émis de réprimande sévère. Kaline n'avait pas offert d'excuses. Ils avaient été confrontés à une réalité si écrasante et contradictoire avec leur vision du monde que leur cerveau avait tout simplement planté. La preuve indéniable que le fils qu'ils adoraient était en fait un parasite désespéré et que le fils qu'ils méprisaient était en fait leur sauveur secret les avait privés de toutes leurs munitions. Les singes volants s'étaient dispersés. L'enfant prodige était exposé, et moi, le profiteur invisible, j'avais enfin pris ma juste place, détenant le pouvoir absolu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous appréciez cette histoire de vengeance justifiée, veuillez laisser un commentaire dès maintenant en disant « Je suis là ». C'est un code secret juste pour mes vrais spectateurs qui regardent les vidéos en profondeur. Je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire qui inclut la phrase « Je suis là ». N'oubliez pas de vous abonner à pour plus d'histoires comme celle-ci. Les retombées de la grande bombe de vérité n'ont pas été une forte explosion. Ce fut le son lent et angoissant d'une fondation qui s'effrite. Au cours des 48 heures suivantes, les morceaux de la vie fabriquée de Kaline ont commencé à se détacher agressivement et à tomber au sol. Je n'ai pas eu besoin de lui parler pour savoir ce qui se passait. Dans une famille aussi profondément imbriquée et portée sur les commérages que la mienne, l'information circulait comme de l'eau. Mon cousin Julien, qui avait toujours été un observateur neutre de la folie familiale, m'a appelé mardi soir. « Mec, tu as littéralement atomisé l'ambiance », dit Julien, sa voix un mélange d'admiration et de choc persistant. « La discussion de groupe est comme une morgue depuis que tu as balancé ces preuves. » « Je n'ai fourni que la comptabilité, » répondis-je calmement, en remuant une marmite de soupe sur ma cuisinière pendant que Rowana coupait des légumes à côté de moi. « La vérité a fait le reste. » « Eh bien, la vérité est en train de détruire sa cote de crédit, » ricana sombrement Julien. Le bruit court que Kaline est allé chez le concessionnaire de voitures de luxe lundi après-midi, complètement désespéré. Il a essayé de financer le nouveau SUV en utilisant son propre crédit parce qu'il a perdu son flux de trésorerie. Le concessionnaire a vérifié ses chiffres, a vu ses cartes de crédit au maximum, et l'a pratiquement renvoyé en riant. Il a dû renoncer à son acompte non remboursable de 5000 $. J'ai ressenti une brève et vive pointe de pitié, mais je l'ai immédiatement écrasé. Il avait choisi de donner la priorité à un morceau de métal brillant plutôt qu'à l'éducation de ses propres enfants. « Et les enfants ?» ai-je demandé, gardant ma voix égale. « C'est la partie compliquée, » dit Julien. Parce que tu as retiré le fonds le dernier jour, l'école lui a envoyé un avis de défaut de paiement immédiat. Il a passé toute la journée d'hier à supplier tante Lorraine et oncle Vernon de le renflouer. Mais même eux n'ont pas 45 000 $ en liquide qui traînent. Tout leur argent est immobilisé dans le domaine et des actifs illiquides. Alors que se passe-t-il maintenant? Il les retire de l'académie, a confirmé Julien. Il essaie frénétiquement de les inscrire dans le district scolaire public local avant la fin des vacances. Apparemment, sa femme perd complètement la tête. Elle pensait qu'il était un génie de la finance. Maintenant, elle sait qu'il n'est qu'un gars qui vivait secrètement de la charité de son petit frère. J'ai remercié Julien pour la mise à jour et j'ai raccroché. J'ai regardé Rowana. Elle a arrêté de couper, le couteau reposant sur la planche à découper, et m'a regardé avec des yeux profonds et stables. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. « Ça va ?» dis-je, réalisant avec une profonde surprise que c'était la vérité absolue. Je ne pleurais pas la perte de mon frère, car le frère que je pensais avoir n'avait jamais vraiment existé. Je pleurais un fantasme. Le contraste entre le monde de Kaline qui s'effondrait et ma propre réalité est devenu incroyablement net le matin de Noël. Nous nous sommes réveillés tôt au son de Léo et Maya qui chuchotaient avec excitation dans le couloir. Notre maison était chaude, sentant la cannelle et le pain. Nous sommes descendus en pyjama. Il n'y avait pas de grand domaine tentaculaire.
Il n'y avait pas d'immense table à manger dressée pour 20 personnes qui se détestaient secrètement. Il y avait juste notre petit salon confortable, le sapin brillant, et un modeste tas de cadeaux emballés dans du papier coloré. Je me suis assis par terre avec ma femme, buvant du café chaud, regardant mes enfants déballer leurs cadeaux. Quand Léo a ouvert le train en bois, ses yeux se sont illuminés d'une joie pure et non filtrée qu'aucune voiture de luxe ne pourrait jamais acheter. Il a passé les 3 heures suivantes à assembler soigneusement les rails sur le tapis du salon, tandis que Maya lisait son nouveau livre de contes de fées à haute voix, butant sur les grands mots pendant que Rowana la corrigeait doucement. Ils étaient bruyants. Ils étaient énergiques. Ils riaient et couraient dans la maison, leur voix remplissant chaque coin de la pièce. Ils étaient, par définition, des enfants. Et alors que j'étais assis là, écoutant la belle et chaotique symphonie de ma vraie famille, j'ai réalisé que Kaline avait eu complètement tort. Ils n'étaient pas terriblement agaçants. Ils étaient le son le plus parfait et merveilleux du monde entier, et je n'allais plus jamais laisser personne les faire se sentir petits. Plus tard dans l'après-midi, alors que les enfants faisaient la sieste et que Rowana préparait un petit rôti de Noël, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. C'était un simple SMS. Je me suis approché et je l'ai pris. C'était de ma mère. C'était la première communication directe que je recevais d'elle depuis que j'avais posté les relevés bancaires. J'ai regardé l'écran, sentant le poids fantôme de décennies de culpabilité tenter de revenir s'insinuer dans ma poitrine. Je savais exactement quel genre de message ce serait avant même de le lire. Ce serait la manœuvre classique, minimiser les dégâts, jouer la victime, et essayer de balayer les décombres sous le tapis pour maintenir l'illusion d'une famille heureuse. J'ai déverrouillé le téléphone et j'ai ouvert le message, me préparant à la confrontation finale. Le SMS de ma mère était affiché sur l'écran, un petit bloc de mots tentant de combler un gouffre immense et brûlant. « Vaughn, s'il te plaît », disait le message. « C'est Noël. Nous souffrons tous tellement aujourd'hui. La maison semble si vide. Kaline est incroyablement stressée et la tension artérielle de ton père est au plus haut. Je sais que tu es en colère à propos de ce qui a été dit au téléphone la semaine dernière, mais tu dois comprendre que nous ne le pensions pas comme ça a sonné. Nous n'avons jamais voulu te blesser, ni les enfants. C'était juste un malentendu sur l'espace. S'il te plaît, appelle la banque demain et arrange la situation de l'école. Nous sommes une famille. Nous devons pardonner. » J'ai lu le message 2 fois. Je suis resté dans la cuisine silencieuse, écoutant le doux crépitement du rôti dans le four. Il y a 10 ans, un message comme celui-ci m'aurait brisé. J'aurais ressenti la pression écrasante de la responsabilité. Je me serais convaincu que j'étais trop sensible, que je gardais rancune, qu'il était de mon devoir de sacrifier ma propre paix pour faire baisser la tension de mon père et soulager la culpabilité de ma mère. Mais aujourd'hui, en regardant ces mots, je ne ressentais absolument rien d'autre qu'un détachement froid et analytique. Elle ne s'est pas excusée de m'avoir traité de profiteur. Elle ne s'est pas excusée que Kaline ait traité mes enfants d'agaçants. Elle n'a pas reconnu les 3 années de sacrifices financiers que j'avais faites, ni l'énorme mensonge que Kaline avait perpétré. Au lieu de cela, elle a offert l'excuse des lâches, nous ne voulions pas te blesser. C'était le mécanisme de défense classique des personnes toxiques. Ils croient que tant que leur intention consciente n'était pas purement malveillante, ils sont complètement absous des dommages dévastateurs que leurs actions causent. Je me suis appuyé contre le comptoir, mes pouces planant au-dessus du clavier numérique. Je n'allais pas écrire un roman. Je n'allais pas débattre avec elle. J'allais établir la dernière frontière, impénétrable. J'ai tapé « Maman, l'intention n'efface pas l'impact. Peu importe ce que vous vouliez dire. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait. Vous avez choisi de protéger l'ego de Kaline plutôt que d'accueillir vos propres petits-enfants. Vous avez choisi de laisser un homme qui dépendait secrètement de mon argent me traiter de profiteur en face. Je ne suis plus en colère. J'en ai simplement fini. Je ne financerai plus jamais sa vie. Ne me contactez pas pour demander de l'argent et ne me contactez pas pour excuser son comportement. Profitez de votre Noël. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé la bulle de message devenir bleue. Je n'ai pas bloqué son numéro immédiatement. Je voulais que le message reste là, un monument numérique immuable à la nouvelle réalité. Le changement de pouvoir était absolu et indéniable. Pendant 36 ans, ils avaient eu le levier émotionnel. Ils avaient agité leur approbation comme une carotte au bout d'un bâton, me forçant à sauter à travers des cerceaux enflammés pour l'attraper.
mais au moment où j'ai cessé de me soucier de la carotte, le bâton est devenu complètement inutile. Je n'étais plus le fils désespéré en quête de validation. J'étais un homme adulte, un professionnel accompli, et un père farouchement protecteur qui venait de démanteler unilatéralement la fausse hiérarchie de la famille. Ils avaient peur de moi maintenant. Ils avaient peur de mon pouvoir financier, oui, mais plus important encore, ils avaient peur de ma nouvelle volonté d'exposer la vérité. Je détenais les preuves, littéralement et métaphoriquement. J'avais prouvé que j'étais capable de réduire leur façade en cendres en plein jour, sans une once d'hésitation. La bulle de frappe est apparue en bas de l'écran. Ma mère essayait de formuler une réponse. La bulle a flotté pendant près de 3 minutes, apparaissant et disparaissant alors qu'elle cherchait désespérément une combinaison de mots qui pourrait me manipuler pour me ramener à la conformité. Finalement, l'indicateur de frappe a complètement disparu. Aucun message n'est arrivé. Elle n'avait plus rien à dire. Le puits de la manipulation s'était complètement tari. Elle avait enfin réalisé qu'elle se tenait du mauvais côté d'une porte verrouillée, et que j'étais le seul à détenir la clé. J'ai éteint mon téléphone, l'ai glissé dans ma poche et je suis retourné dans le salon. Rowana était assise sur le tapis, aidant Maya à mettre un petit pull à une nouvelle poupée. Léo faisait des bruits de sifflets de train, complètement absorbé dans son propre monde. Je me suis assis à côté d'eux, ressentant un profond sentiment de légèreté. Le parasite toxique avait été excisé avec succès. La blessure allait prendre du temps à guérir, et il y aurait sans aucun doute des moments gênants et des souvenirs douloureux à l'avenir, mais l'infection était partie. Dans les semaines qui ont suivi, la nouvelle dynamique s'est solidifiée en une réalité dure et permanente. Les appels téléphoniques frénétiques ont cessé. Les SMS passifs-agressifs dans le groupe de discussion ont complètement cessé. Ma famille me traitait comme une bombe non explosée. Ils marchaient sur des œufs autour de mon existence, évitant complètement toute mention de câlins, du fond en fiducie, ou de la saison des fêtes catastrophiques. J'ai appris par la bande que les enfants de Kalin avaient officiellement commencé à l'école publique locale en janvier. Sa femme avait pris un travail à temps partiel pour aider à couvrir les énormes dettes de cartes de crédit qu'il ne pouvait plus cacher. Kalin lui-même avait été contraint d'échanger sa voiture de luxe en leasing contre une berline raisonnable de 10 ans. Une expérience humiliante qui l'aurait plongé dans une spirale de rumination silencieuse. Je ne me suis pas réjoui de leurs difficultés, mais j'ai aussi refusé d'en porter la culpabilité. J'avais porté son fardeau pendant 3 ans. Il était temps pour lui d'apprendre à creuser son propre puits. Un soir de fin janvier, le froid de l'hiver mordait férocement contre les fenêtres. J'étais à l'étage en train de coucher les enfants. La chambre était baignée dans la lueur douce et chaude d'une petite veilleuse en forme de croissant de lune. J'ai remonté l'épaisse couette jusqu'au menton de Léo, lissant le tissu. Maya était déjà à moitié endormie, serrant son livre de contes de fées contre sa poitrine. Léo leva les yeux vers moi, ses yeux lourds de sommeil, mais son esprit encore agité par la curiosité tranquille d'un enfant de 7 ans. « Papa » murmura-t-il, sa voix douce dans la pièce silencieuse. « Oui, mon grand » répondis-je, m'agenouillant à côté de son lit. « Est-ce qu'on ira chez mamie et papy l'année prochaine pour Noël ? On n'y est pas allé cette fois. » La question flottait dans l'air, innocente et entièrement dépourvue du lourd contexte qui l'entourait. Il ne savait rien des insultes. Il ne savait rien des sommes d'argent massives ni de l'amère trahison. Il savait juste qu'une tradition avait été rompue. J'ai fait une pause, laissant ma main reposer doucement sur ses cheveux. J'ai pensé à l'immense domaine, au regard froid et critique, à la pression suffocante de se conformer à une norme impossible. Puis j'ai regardé l'environnement paisible et sûr que j'avais construit pour mon fils, ici même dans cette pièce. Je ne sais pas, Léo, dis-je honnêtement, ma voix stable et calme. Honnêtement, il faudra voir. Léo cligna lentement des yeux, absorbant la réponse. Il ne semblait ni contrarié ni déçu. Il a juste offert un petit signe de tête endormie. D'accord, murmura-t-il, ses yeux se fermant enfin. J'aime bien ici de toute façon. Notre maison est mieux. Oui, mon grand, ai-je chuchoté en l'embrassant sur le front. Notre maison est vraiment mieux. J'ai éteint la lumière principale, ne laissant que la douce lueur du clair de lune, et j'ai fermé doucement la porte de la chambre derrière moi. Je suis descendu dans mon bureau. La maison bourdonnait d'une énergie calme et sûre. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon lourd bureau en acajou, celui où je gardais les anciennes déclarations de revenus et les dossiers archivés.
J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti le reçu de confirmation plié de la banque. Le morceau de papier qui prouvait que les 45 000 $ avaient été retournés avec succès sur mon compte, coupant légalement mes liens financiers avec l'ego toxique de mon frère. J'ai placé le reçu dans un dossier manille, je l'ai fermé et je l'ai déposé au fond du tiroir. J'ai fermé le tiroir d'un clic ferme et final. Le passé était archivé. La dette était réglée. Les vacances avaient été beaucoup plus modestes cette année. Elles avaient été plus calmes. Elles n'avaient certainement pas été sans douleur. Amputer un membre pour sauver le corps n'est jamais une procédure indolore. Mais pour la première fois de toute ma vie, les vacances nous avaient entièrement appartenu. Elles étaient construites sur la vérité, sur une affection sincère, et sur une exigence féroce et sans compromis de respect. Et alors que je me tenais dans mon bureau silencieux, écoutant le vent d'hiver hurler contre la vitre, j'ai réalisé quelque chose de profond. Pour la première fois en 36 ans, je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur espace. J'avais enfin construit le mien, et c'était plus que suffisant. Ils ont dit que j'ai détruit la famille parce que j'ai refusé d'être un distributeur de billets silencieux pour un homme qui me méprisait. Ils ont dit que j'ai ruiné la vie de mes neveux parce que j'ai refusé de laisser mes propres enfants être traités comme des déchets. Je crois que j'ai juste finalement arrêté de participer à ma propre maltraitance. Mais je veux vous laisser le verdict. Pensez-vous que j'ai eu tort de retirer le fonds en fiducie de 45 000 $ le tout dernier jour, sachant que cela causerait un chaos maximal pour mon frère? Était-ce un pas de trop, ou était-ce exactement le rappel à la réalité dont il avait désespérément besoin? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner à pour d'autres histoires incroyables de personnes qui tiennent tête aux membres de familles toxiques. À la prochaine.